En mars 1989, Céline Garnier, une jeune femme de 23 ans, quitte l'appartement familial dans le quartier de Chantenay à Nantes. Elle dit à sa mère qu'elle se rend à un entretien d'embauche. Elle ne reviendra jamais. Pendant 34 ans, sa famille vit avec le poids d'une absence inexpliquée, sans corps, sans indice, sans réponse. Les enquêteurs épuisent toutes les pistes. La vie continue, mais le vide reste. Puis, en 2023, lors de la rénovation d'une vieille maison du même quartier, des ouvriers découvrent une lettre cachée dans un mur. Une lettre écrite de la main de Céline, quelques jours avant sa disparition. Ce qu'elle contient va détruire tout ce que sa famille croyait savoir sur cette journée de mars. Comment une simple lettre, dissimulée pendant plus de 3 décennies, peut-elle révéler qu'un destin tout entier reposait sur un mensonge? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les enquêtes mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, à la fin des années 80, est une ville en pleine transformation. Les anciens chantiers navals de l'île de Nantes ferment définitivement en 1987, laissant des milliers d'ouvriers sans emploi. Le quartier de Chantenay, situé sur les hauteurs de la ville, conserve encore son caractère populaire. Les petites maisons ouvrières s'alignent le long de rues étroites, et tout le monde se connaît. Les familles vivent là depuis des générations. C'est un endroit où les secrets sont difficiles à garder, où les voisins observent par les fenêtres et où les commérages se propagent rapidement. La famille Garnier habite une modeste maison en pierre au numéro 13 de la rue des Salorges depuis 1962. Henri Garnier a travaillé toute sa vie comme contremaître au chantier naval. La fermeture de l'usine l'a profondément marqué. À 54 ans, en 1989, il enchaîne les petits emplois pour maintenir sa famille à flot. Simone, son épouse, tient le foyer avec une rigueur presque militaire. Elle vient d'une famille catholique stricte et a toujours veillé à ce que ses filles grandissent dans le respect des traditions et des convenances sociales. Martine, l'aînée, a 28 ans en 1989. Elle enseigne le français dans un collège du centre-ville. Mariée depuis 3 ans à un pharmacien, elle incarne la réussite sociale que ses parents espéraient pour leurs enfants. Elle vit dans un appartement moderne près de la place Grasselin, loin du quartier ouvrier de son enfance. Céline, la cadette, est différente. À 23 ans, elle n'a pas suivi le même chemin que sa sœur. Après un baccalauréat littéraire obtenu de justesse, elle a tenté plusieurs formations sans jamais les terminer. Elle a travaillé dans divers magasins, une librairie du passage Pommereil, puis comme vendeuse dans une boutique de vêtements rue Crébillon. Mais elle ne reste jamais longtemps au même endroit. Simone s'inquiète constamment. Elle compare sans cesse Céline à Martine, ce qui crée une tension palpable lors des repas familiaux du dimanche. Céline est rêveuse, passionnée de littérature et de cinéma. Elle passe ses soirées au cinéma 14A ou au Café de la Cigale, avec des amis que ses parents jugent peu fréquentables, des étudiants en art, des musiciens, des gens qui parlent de partir à Paris ou à l'étranger. Henri et Simone veulent qu'elle se stabilise, qu'elle trouve un bon emploi, qu'elle rencontre un homme sérieux. Mais Céline semble toujours ailleurs, comme si elle attendait quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. La relation entre les deux sœurs est complexe. Martine aime Céline, mais elle ressent aussi une frustration grandissante face à ce qu'elle perçoit comme de l'immaturité. Céline, de son côté, admire sa sœur tout en se sentant étouffée par les attentes qu'elle représente. Lors des dîners familiaux, les silences sont lourds. Simone pose toujours les mêmes questions à Céline. As-tu postulé quelque part? As-tu rencontré quelqu'un? Quand vas-tu prendre ta vie en main? Céline répond par des monosyllabes, le regard fixé sur son assiette. Pourtant, au début de l'année 1989, quelque chose change. Céline semble plus légère, presque heureuse. Elle sourit davantage. Elle sort plus souvent mais reste évasive sur ses activités. Quand Martine lui demande si elle voit quelqu'un, Céline rougit et détourne le regard. « Peut-être », dit-elle simplement. Martine insiste, mais Céline refuse d'en dire plus. Ce n'est pas le bon moment.
explique-t-elle. Je te raconterai quand ce sera le moment. En février 1989, Céline commence à parler d'un possible emploi. Elle mentionne une entreprise qui cherche une assistante administrative, un poste stable, avec un bon salaire. Simone est ravie. Henri se montre prudemment optimiste. Martine encourage sa sœur, espérant que c'est enfin le début d'une vie plus rangée. Céline promet un entretien pour début mars. Elle dit qu'elle doit préparer son dossier, qu'elle veut être sûre de tout faire parfaitement. L'ambiance familiale s'améliore sensiblement. Les repas du dimanche sont moins tendus. Simone arrête ses remarques constantes. Henri parle même d'aider Céline financièrement si elle obtient le poste, pour qu'elle puisse louer un petit studio. Tout semble enfin s'arranger. Personne ne remarque que Céline a commencé à faire disparaître discrètement certaines de ses affaires. Personne ne voit qu'elle garde une enveloppe dans la poche intérieure de son manteau, une enveloppe qu'elle touche nerveusement plusieurs fois par jour. Le vendredi, 17 mars 1989, se lève sous un ciel gris typique des matins de Loire-Atlantique. Le thermomètre indique 8 degrés. Une bruine fine tombe sur Nantes depuis l'aube. Céline se réveille à 7h30. Sa mère est déjà dans la cuisine, préparant le café. Henri est parti tôt pour son travail temporaire dans un entrepôt près du port. Simone remarque que sa fille porte une attention particulière à sa tenue. Céline enfile un tailleur bleu marine qu'elle a acheté spécialement pour cette occasion, une jupe droite et une veste cintrée. Elle se maquille légèrement, ce qu'elle fait rarement. Ses cheveux châtains sont soigneusement coiffés. Elle glisse dans son sac à main des documents, son CV, des photocopies de diplômes, une lettre de motivation. Simone observe tout cela avec satisfaction. Sa fille ressemble enfin à une jeune femme responsable. « Tu es sûre de l'adresse ?» demande Simone en versant le café. Céline hoche la tête. « C'est dans le centre, près de la place du commerce. L'entretien est à 10h. » Elle boit son café rapidement, mange à peine une tartine. Simone remarque qu'elle semble nerveuse, mais c'est normal avant un entretien important. « Tu vas y arriver ?» dit-elle en posant une main sur l'épaule de sa fille. « Sois confiante, montre-leur que tu es capable. » À 9h15, Céline embrasse sa mère. Elle porte son imperméable beige et tient un parapluie noir. « Je rentrerai probablement en début d'après-midi, » dit-elle. « L'entretien ne devrait pas durer plus d'1 heure. » Ce sont les dernières paroles que Simone entendra de sa fille. Céline descend la rue des Salorges d'un pas décidé. Madame Leroy, la voisine du numéro 9, la voit passer à 9h20. Elle la salue de la main. Céline répond par un sourire, mais Madame Leroy dira plus tard à la police qu'il y avait quelque chose d'étrange dans ce sourire, quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. Céline prend le bus ligne 4 à l'arrêt de Chantenay-Bellevue à 9h25. Le chauffeur, Michel Blanchard, se souviendra d'elle parce qu'elle a laissé tomber sa monnaie en montant. Il l'a aidée à ramasser les pièces. Elle l'a remercié et s'est assise près d'une fenêtre, au fond du bus. Monsieur Blanchard la verra descendre à l'arrêt commerce dans le centre-ville, à 9h45. Elle marche ensuite vers le passage Pomereil. Une commerçante qui la connaît de vue la voit entrer dans le passage à 9h50. C'est le dernier témoignage visuel confirmé de Céline Garnier. À 13h, Simone commence à s'inquiéter. Céline devrait être rentrée. Elle téléphone à Martine pour savoir si sa sœur l'a contactée. Martine n'a aucune nouvelle. Elle a peut-être été retenue, suggère-t-elle. Ou peut-être qu'ils lui ont proposé de déjeuner pour discuter davantage. C'est bon signe. Simone se rassure momentanément, mais à 15h, puis à 17h, toujours rien. Henri rentre du travail à 18h. Simone est livide. Céline n'est pas rentrée, elle ne répond pas. Ils attendent jusqu'à 21h. Henri décide d'appeler la police. L'agent qui prend l'appel explique qu'une jeune femme de 23 ans absente depuis quelques heures ne constitue pas encore une urgence. Elle a peut-être décidé de sortir avec des amis après l'entretien, suggère-t-il. Attendez demain matin. Si elle n'est toujours pas rentrée, revenez vers nous. Henri insiste, explique que ce n'est pas dans les habitudes de sa fille. L'agent promet de noter l'information, mais répète son conseil d'attendre. Cette nuit-là, personne ne dort dans la maison des Garnier. Simone fait les 100 pas dans le salon.
Henri téléphone à tous les hôpitaux de Nantes et des environs. Aucun patient correspondant à la description de Céline n'a été admis. Martine arrive vers 23 heures et reste avec ses parents. Elle appelle tous les amis de Céline qu'elle connaît. Personne ne l'a vue. Personne ne sait où elle pourrait être. Le samedi matin, à 8 heures précises, Henri se présente au commissariat central de Nantes, rue de la Marne. Il dépose une déclaration de disparition officielle. L'inspecteur Alain Leclerc, un homme de 42 ans avec 20 ans d'expérience dans la police, prend en charge le dossier. Il interroge longuement Henri sur les habitudes de Céline, ses fréquentations, son état d'esprit récent. Henri explique l'entretien d'embauche, la transformation positive des dernières semaines, l'espoir qui était né dans la famille. Leclerc demande le nom de l'entreprise où Céline devait se rendre. Henri réalise avec horreur qu'il ne le sait pas. Céline avait dit une entreprise dans le centre, mais n'avait jamais précisé laquelle. Simone non plus ne connaît pas le nom exact. Martine est interrogée. Elle confirme que sa sœur était restée vague sur les détails. Elle voulait attendre d'être sûre avant d'en parler, explique Martine. Elle avait peur de nous décevoir si ça ne marchait pas. L'inspecteur Leclerc commence à ressentir une inquiétude professionnelle. Une jeune femme qui disparaît après avoir prétendu se rendre à un entretien dont personne ne connaît les détails, c'est inhabituel. Il lance immédiatement des recherches. Les hôpitaux sont à nouveau contactés. La morgue est vérifiée. Les gares SNCF de Nantes reçoivent le signalement. Une équipe passe au peigne fin le quartier du commerce et le passage Pommerille, interrogeant les commerçants. Plusieurs se souviennent vaguement d'une jeune femme en imperméable beige, mais personne ne peut dire où elle est allée après 9h50. Le dimanche, la famille distribue des tracts dans tout Nantes. La photo de Céline, prise lors de Noël 1988, circule. Elle sourit sur l'image, les yeux brillants, une main dans les cheveux. Disparue depuis le vendredi 17 mars, indique le texte. Si vous l'avez vue, contactez la police ou la famille. Des centaines de tracts sont collés sur les arrêts de bus dans les commerces, sur les panneaux d'affichage public. Les jours suivants, plusieurs témoignages contradictoires arrivent. Une femme prétend avoir vu Céline à la gare routière le vendredi après-midi. Un homme affirme l'avoir croisée près du château des Ducs de Bretagne vers midi. Une adolescente jure l'avoir vue monter dans une voiture grise près de la place Royale. Tous ces témoignages sont vérifiés et se révèlent soit erronés, soit impossibles à confirmer. La confusion s'installe. L'inspecteur Leclerc fouille l'appartement familial avec l'autorisation des parents. La chambre de Céline est petite, remplie de livres et de posters de films. Il remarque que plusieurs vêtements semblent manquer. Le placard contient des cintres vides. Simone confirme que certaines affaires de Céline ont disparu, mais elle ne peut pas dire exactement lesquelles ni quand. « Je pensais qu'elle les avait peut-être données ou vendues », explique-t-elle. Elle parlait parfois de faire du tri. Le sac à main de Céline n'a jamais été retrouvé. Sa carte d'identité non plus. Aucun retrait bancaire suspect n'est détecté sur son compte qui contient 847 francs. Son carnet de chèques est resté dans sa chambre. Elle n'avait pas de carte bancaire. Leclerc interroge longuement les amis de Céline. Ils la décrivent comme rêveuse, parfois mélancolique, mais jamais suicidaire. Plusieurs mentionnent qu'elle semblait plus heureuse ces dernières semaines, comme si quelque chose de positif était arrivé dans sa vie. Un ami, Luc Fontaine, artiste peintre de 26 ans, révèle que Céline lui avait parlé de changements importants à venir. « Elle m'a dit qu'elle allait peut-être partir », confie-t-il à l'inspecteur. Mais elle n'a pas dit où ni quand. Elle semblait excitée et effrayée en même temps. Leclerc demande si Luc connaît la nature de ces changements. Luc secoue la tête. Céline était secrète. Elle ne se confiait jamais complètement. Les semaines passent. L'enquête piétine. Aucune trace bancaire, aucun signalement fiable, aucun indice concret. Le dossier de Céline Garnier rejoint progressivement les centaines de cas non résolus de disparition en France. Les premiers mois sont un cauchemar éveillé pour la famille Garnier. Simone ne sort presque plus de la maison. Elle fixe la porte d'entrée, comme si Céline allait rentrer à tout moment.
Elle prépare le dîner pour 4 personnes chaque soir, puis range machinalement l'assiette qui reste vide. Henri vieillit de 10 ans en quelques semaines. Ses cheveux blanchissent. Il dort à peine 3 heures par nuit. Il continue de distribuer des tracts tous les week-ends, seul, dans les rues de Nantes, même sous la pluie. Martine tente de maintenir une apparence de normalité. Elle retourne enseigner après 2 semaines d'absence, mais elle est ailleurs. Ses élèves remarquent qu'elle fixe souvent la fenêtre pendant les cours. Elle oublie des copies à corriger. Elle annule son voyage de vacances d'été. Son mari, David, essaie de la soutenir, mais il se sent impuissant face à une douleur qu'il ne peut pas comprendre complètement. « Elle va revenir », répète-t-il. Les gens disparaissent et réapparaissent. Ça arrive. Mais Martine ne peut pas y croire. Quelque chose en elle sait déjà que Céline ne reviendra pas. L'inspecteur Leclerc continue ses recherches pendant 6 mois. Il épluche les registres d'hôtels, contacte les polices d'autres villes, vérifie les foyers d'urgence. Il fait diffuser la photo de Céline dans l'émission télévisée « Perdue de vue » sur TF1. Plusieurs appels suivent la diffusion, mais aucun ne mène à une piste sérieuse. En septembre 1989, le dossier est officiellement classé en disparition inquiétante non élucidée. Leclerc promet à la famille de rester attentif à toute nouvelle information, mais il doit se concentrer sur d'autres affaires. La première année est rythmée par de faux espoirs. Une jeune femme ressemblant à Céline est signalée à Bordeaux en juin. Henri fait le voyage immédiatement. Ce n'est pas elle. En octobre, un corps non identifié est retrouvé dans la Loire près d'Ancenis. Simone s'effondre en apprenant la nouvelle. L'identification formelle révèle qu'il s'agit d'une autre personne. En décembre, un témoin prétend avoir vu Céline à Paris, dans le métro. La police parisienne vérifie. Encore une erreur. Les années 1990 apportent un changement subtil. La douleur aiguë se transforme en une tristesse sourde et permanente. La famille apprend à vivre avec l'absence, même si elle ne l'accepte jamais vraiment. Simone rejoint un groupe de soutien pour parents d'enfants disparus. Elle rencontre d'autres mères qui attendent depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Certaines ont cessé d'espérer, d'autres s'accrochent encore. Simone se situe quelque part entre les deux. Henri développe une routine rigide. Il se lève à 6 heures. Travaille, rentre, mange en silence, regarde les informations à la télévision en espérant entendre le nom de Céline, puis va se coucher. Il ne parle presque plus. Les amis cessent progressivement de l'inviter. Il refuse toutes les activités sociales. « Comment pourrais-je profiter de quoi que ce soit alors que je ne sais pas où est ma fille ?» dit-il. Quand quelqu'un insiste. Martine, elle, se plonge dans son travail. Elle devient une professeure extrêmement investie, presque obsessionnelle. Elle organise des clubs de lecture, des sorties culturelles, des projets pédagogiques ambitieux. Ses collègues admirent son engagement, mais certains s'inquiètent de son incapacité à ralentir. Son mariage commence à montrer des fissures en 1993. David veut des enfants. Martine refuse catégoriquement. « Comment pourrais-je fonder une famille quand la mienne est détruite ?» demande-t-elle. Ils divorcent en 1995, à l'amiable, mais avec une tristesse infinie. La maison de la rue des Salorges devient un sanctuaire figé dans le temps. La chambre de Céline reste intacte. Ses livres sur les étagères, ses vêtements dans le placard, ses posters au mur. Simone refuse que quoi que ce soit touché. Elle entre parfois dans la chambre, s'assoit sur le lit et reste là pendant des heures, comme si elle pouvait sentir encore la présence de sa fille. Henri, au contraire, évite cette pièce. Il ne peut pas supporter de voir les affaires de Céline sans elle. Au fil des années, les théories se multiplient dans le quartier et dans la famille. Certains pensent que Céline a fui volontairement, qu'elle voulait recommencer ailleurs. D'autres imaginent un enlèvement, un crime jamais résolu. Quelques-uns suggèrent un accident, un corps qui n'a jamais été retrouvé. Madame Leroy, la voisine, chuchote parfois qu'elle a toujours trouvé Céline bizarre, trop rêveuse pour ce monde. D'autres voisins défendent sa mémoire avec véhémence. Luc Fontaine, l'ami artiste, déménage à Paris en 1991. Avant de partir, il rend visite à Martine.
Il parle pendant des heures de Céline, de ses rêves, de sa personnalité complexe. Elle voulait vivre une vie qui n'était pas celle que vos parents avaient tracée pour elle, dit Luc, mais elle ne savait pas comment s'échapper sans les blesser. Martine se demande si son ami en sait plus qu'il ne dit, mais il jure que non. « Si je savais quelque chose, je vous le dirais », affirme-t-il. Et Céline me manque aussi. Les anniversaires de Céline deviennent des journées particulièrement difficiles. Le premier, le 8 mai 1990, Simone prépare le gâteau préféré de sa fille, une forêt noire. Elle le pose sur la table avec 24 bougies. Personne ne peut manger. Ils restent assis autour de la table vide, silencieux, les bougies se consumant lentement. Cette tradition macabre se répète pendant des années, jusqu'à ce que Henri demande finalement à Simone d'arrêter en 1996. « Elle n'est plus là pour souffler les bougies, » dit-il, la voix brisée. « Nous devons arrêter de faire semblant. » En 2000, Henri prend sa retraite. Il a 65 ans et semble en avoir 80. Ses genoux sont usés, son dos est voûté. Il passe ses journées à jardiner dans le petit bout de terrain derrière la maison. Il plante des rosiers, les fleurs préférées de Céline. Chaque printemps, quand ils fleurissent, il en coupe quelques-uns et les place dans la chambre vide de sa fille. Simone le regarde faire sans rien dire. Elle a appris à vivre avec sa douleur, comme on vit avec une maladie chronique. Elle est toujours là, mais certains jours sont plus supportables que d'autres. Martine se remarie en 2003 avec un architecte nommé Philippe. Cette fois, elle accepte l'idée d'avoir des enfants. Une fille née en 2004, puis un garçon en 2006. Ses parents sont ravis, mais Martine voit dans leurs yeux qu'ils pensent toujours à l'enfant qui manque. « Comment l'aurais-tu appelé ?» demande un jour Simone en tenant sa petite fille dans ses bras. Martine comprend que sa mère ne parle pas du bébé, mais de Céline. « Elle s'appelle Émilie », répond doucement Martine. « Et elle est bien là, maman. Regarde-la. » Les années 2010 arrivent. La disparition de Céline appartient désormais à un passé lointain. Les archives de police sont numérisées. Le dossier de Céline est transféré sur ordinateur, mais personne ne le consulte plus. Henri meurt en 2015 d'une crise cardiaque dans son jardin, un sécateur à la main. Il avait 80 ans. À ses funérailles, Martine remarque que plusieurs personnes parlent de la malédiction, qui semble peser sur la famille Garnier. Elle ne répond pas, mais elle pense souvent à sa sœur, se demandant si Céline a eu vent de la mort de leur père, où qu'elle soit. Simone, malgré son grand âge, continue de vivre seule dans la maison de la rue des Salorges. Elle refuse obstinément de déménager, malgré les demandes répétées de Martine. « Si Céline revient, il faut qu'elle sache où me trouver », explique-t-elle. À 88 ans, en 2023, elle est toujours là, fragile mais tenace, attendant une fille qui a maintenant 57 ans, si elle vit encore. Au printemps 2023, un promoteur immobilier de Nantes, Julien Marchand, achète une vieille maison abandonnée au numéro 24 de la rue des Salorges, à quelques mètres seulement de chez les Garnier. La bâtisse, inoccupée depuis une décennie, est dans un état déplorable. Marchand prévoit de la rénover complètement pour la revendre ou la transformer en plusieurs appartements. Le quartier de Chantenay connaît depuis quelques années une gentrification progressive. Les anciennes maisons ouvrières sont recherchées par de jeunes couples qui apprécient l'authenticité et la proximité du tramway. Les travaux commencent début avril. Une équipe de 6 ouvriers, dirigée par un chef de chantier breton nommé Yann Le Gall, commence par le toit et les murs extérieurs. La maison date des années 1920 et a été construite selon les techniques traditionnelles de l'époque. Murs en pierre, planchers en bois massif, plâtre sur lattice. Le 24 avril 2023, l'équipe s'attaque au 2e étage. Ils doivent abattre une cloison intérieure pour créer un grand espace ouvert. Vers 11 heures du matin, alors qu'ils démolissent le mur entre 2 petites chambres, un des ouvriers, Karim Ben Ali, arrête brusquement son marteau-piqueur. « Chef, viens voir ça !» crie-t-il. Yann s'approche. Dans le creux du mur, entre 2 rangées de briques, une enveloppe jaunie apparaît. Elle a été soigneusement glissée dans un espace vide, puis le mur a été refermé par-dessus.
L'enveloppe est poussiéreuse mais étonnamment bien conservée, protégée de l'humidité par sa position dans le mur. Yann prend l'enveloppe avec précaution. Elle n'est pas cachetée. À l'extérieur, une écriture féminine et soignée indique simplement « À ma famille ». Karim veut l'ouvrir immédiatement, mais Yann hésite. « On ne sait pas ce que c'est », dit-il. « Ça pourrait être important. » Il décide d'appeler le propriétaire. Julien Marchand arrive sur le chantier 1 heure plus tard. Il examine l'enveloppe, intrigué. « C'était caché dans le mur ?» demande-t-il. « Depuis combien de temps ?» Yann explique que le mur semble n'avoir jamais été touché depuis sa construction originale, peut-être 80 ou 90 ans plus tôt. Mais l'enveloppe paraît beaucoup plus récente, peut-être 30 ou 40 ans. Quelqu'un a dû faire un trou, glisser l'enveloppe, puis reboucher discrètement, analyse-t-il. Marchand ouvre délicatement l'enveloppe. À l'intérieur, plusieurs feuilles de papier pliées, couvertes d'une écriture serrée. Il commence à lire et son visage change. « Nantes, le 14 mars 1989 », commence la lettre. « Si quelqu'un trouve cette lettre, je serai parti depuis longtemps. J'écris ceci en sachant que personne ne le lira probablement avant de nombreuses années. Peut-être que cette maison sera détruite avant que ces mots ne soient découverts. Mais j'ai besoin d'écrire la vérité quelque part, même si c'est dans un mur qui ne parle pas. Je m'appelle Céline Garnier. » Marchand s'arrête, le cœur battant. Il connaît ce nom. Tout le quartier connaît ce nom. La fille disparue des Garnier. Celle dont on parle encore parfois. Celle dont la mère âgée vit toujours quelques maisons plus loin. Il regarde Yann. « Appelle la police », dit-il. « Immédiatement ». L'inspecteur qui se présente sur le chantier 1 heure plus tard est une jeune femme, capitaine Sophie Moreau, de la brigade criminelle de Nantes. Elle a 34 ans et n'était même pas née quand Céline a disparu. Mais elle connaît le dossier. Tous les policiers de Nantes connaissent le dossier Garnier. C'est un de ces cas légendaires, transmis de génération en génération dans le commissariat, un mystère jamais résolu qui hante encore les couloirs. Sophie Moreau prend l'enveloppe avec des gants. Elle lit la lettre entièrement, sur place, debout au milieu du chantier poussiéreux. Sa main tremble légèrement quand elle tourne les pages. Les ouvriers attendent en silence, conscients qu'ils assistent à quelque chose d'historique. Quand elle termine sa lecture, Sophie reste immobile pendant plusieurs secondes, essayant d'absorber ce qu'elle vient d'apprendre. « Où habite la famille ?» demande-t-elle finalement. Yann pointe la maison des Garnier, visible depuis la fenêtre. La mère vit encore là. Elle a 88 ans. Sophie regarde la maison, cette petite bâtisse en pierre, où une vieille femme attend depuis 34 ans des nouvelles de sa fille. Elle pense à ce qu'elle doit faire maintenant. Elle pense à la bombe qu'elle va lâcher sur cette famille qui a déjà tant souffert. « Personne ne parle de cette lettre avant que j'aie parlé à la famille », ordonne Sophie fermement. Personne. Pas de photos, pas de messages, pas de posts sur les réseaux sociaux. Cette histoire va devenir publique très vite, mais la famille doit l'apprendre en premier. C'est compris ? Tous hochent la tête. Sophie appelle sa supérieure, la commandante Laurent. Elle explique brièvement la situation. On lui demande de se rendre immédiatement chez Simone Garnier avec un psychologue de la police. À 16h30, Sophie Moreau frappe à la porte du numéro 13. C'est Martine qui ouvre. Elle est venue rendre visite à sa mère, comme tous les mardis après-midi. Elle voit l'uniforme et pâlit instantanément. « Vous l'avez trouvée ?» demande-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Elle est morte, c'est ça ?» Sophie secoue la tête. « Je dois vous parler à toutes les deux. » Puis-je entrer ? Dans le salon, Simone est assise dans son fauteuil habituel, celui qu'elle occupe depuis des décennies. Elle regarde Sophie avec des yeux encore vifs malgré son âge. « Vous avez des nouvelles de Céline ?» dit-elle. Ce n'est pas une question. Sophie s'assoit et explique la découverte de la lettre. Elle sort une photocopie de l'enveloppe. L'original est déjà en route vers le laboratoire de police scientifique pour analyse. Martine reconnaît immédiatement l'écriture de sa sœur. Elle étouffe un sanglot. Simone reste silencieuse, ses mains tremblantes, agrippées aux accoudoirs du fauteuil. « Qu'est-ce qu'elle dit ?» demande finalement Martine. Sophie hésite. « C'est très personnel, commence-t-elle. Je pense que vous devriez la lire vous-même. »
Elle tend les photocopies. Martine lit d'abord en silence, ses lèvres bougeant à peine. Son visage passe par une succession d'émotions. Confusion, choc, incrédulité, puis une douleur si intense que le psychologue s'approche, inquiet. « Non !» murmure Martine. « Non, ce n'est pas possible. » Elle donne les feuilles à sa mère d'une main tremblante. Simone chausse ses lunettes et commence à lire l'écriture de sa fille disparue depuis 34 ans. La lettre de Céline contient 10 pages manuscrites. L'écriture est soignée au début, puis devient plus hâtive vers la fin, comme si elle avait écrit dans l'urgence ou l'émotion. Sophie Moreau reste silencieuse, pendant que Simone lit, respectant le moment. Martine s'est levée et marche nerveusement dans la pièce, incapable de rester en place. Elle connaît déjà le contenu de la lettre, et elle ne peut pas supporter de le voir se refléter sur le visage de sa mère. Simone lit lentement, s'arrêtant parfois pour essuyer ses larmes. Quand elle termine, elle replie soigneusement les feuilles et les pose sur ses genoux. Elle reste silencieuse pendant plusieurs minutes. Martine se tient debout près de la fenêtre, regardant la rue où sa sœur a grandi. « Comment est-ce qu'on n'a rien vu ?» demande-t-elle finalement, sa voix brisée. « Comment est-ce que j'ai pu être si aveugle ?» La lettre de Céline explique tout. Elle révèle ce que personne dans la famille ne savait, ce qu'elle avait caché pendant des mois par peur de les décevoir, par peur de les blesser, par peur de tout détruire. Céline était enceinte. Elle portait l'enfant d'un homme que la famille ne pouvait pas accepter, pas à cause de sa race ou de sa religion, mais parce que cet homme était Luc Fontaine, l'ami artiste que les parents de Céline considéraient comme un raté, un bohème sans avenir. Et pire encore, Luc était marié. La lettre raconte comment leur relation avait commencé en janvier 1989, lors d'une soirée chez des amis communs. Céline connaissait Luc depuis des années, mais ils n'avaient jamais été plus que des amis. Cette nuit-là, quelque chose avait changé. Ils avaient parlé pendant des heures de littérature, d'art, de leurs rêves. Luc avait avoué que son mariage était un échec, qu'il restait avec sa femme par culpabilité plus que par amour. Céline avait admis qu'elle se sentait étouffée dans sa vie, qu'elle voulait partir, mais ne savait pas comment. Leur relation était devenue rapidement intense. Ils se voyaient en secret, dans des cafés éloignés du quartier, dans l'atelier de Luc près du port. Céline savait que c'était mal, que Luc était marié, que ses parents seraient horrifiés. Mais pour la première fois de sa vie, elle se sentait vivante. Luc parlait de quitter sa femme, de recommencer ailleurs avec Céline. Il rêvait de Paris, de Bordeaux, d'une vie où ils pourraient être ensemble librement. Puis, en février, Céline avait découvert qu'elle était enceinte. La panique l'avait saisie. Elle avait 23 ans, pas de travail stable, pas d'argent, et elle portait l'enfant d'un homme marié. Elle avait gardé le secret pendant des semaines, ne sachant pas quoi faire. Elle avait envisagé l'avortement, mais quelque chose l'en empêchait. Elle voulait cet enfant, elle voulait cette vie avec Luc. Le 9 mars, elle lui avait annoncé la nouvelle. Luc avait été choqué, mais après le premier moment de sidération, il avait pris ses mains et lui avait dit « Alors on le fait. On part, on recommence. » Il avait contacté un ami à Lyon qui pouvait les héberger temporairement. Ils avaient élaboré un plan. Luc quitterait sa femme en douceur, prétendant accepter un travail ailleurs. Céline inventerait un entretien d'embauche pour expliquer son départ. Ils partiraient séparément pour ne pas éveiller les soupçons, puis se retrouveraient à Lyon. Céline avait écrit cette lettre 3 jours avant son départ, le 14 mars. Elle expliquait qu'elle ne pouvait pas dire la vérité directement à sa famille. Elle savait qu'ils essaieraient de l'en empêcher. Sa mère serait dévastée. Son père serait furieux. Martine la jugerait. Elle préférait partir et leur écrire plus tard, une fois installée, une fois que tout serait stable. Elle expliquait qu'elle les aimait, qu'elle ne voulait pas les blesser, mais qu'elle devait vivre sa vie. La partie la plus troublante de la lettre était la fin. Céline expliquait pourquoi elle cachait cette lettre dans le mur de cette maison abandonnée au lieu de simplement la laisser chez elle. « Si je laisse cette lettre à la maison, maman la trouvera immédiatement et appellera la police pour me chercher. Je veux qu'ils croient que c'est un mystère, que quelque chose de terrible m'est arrivé, parce que sinon, ils me chercheront partout.
Je veux qu'il pense que je ne peux pas revenir, pas que je ne veux pas revenir. C'est égoïste, je le sais. Mais dans quelques années, quand je serai stable, je les contacterai. Je leur expliquerai. Ils comprendront peut-être. Cette lettre est mon assurance, ma confession cachée, au cas où je ne pourrais jamais leur dire la vérité en personne. Sophie Moreau explique à la famille que des recherches ont immédiatement été lancées. Le nom de Luc Fontaine a été retrouvé dans les anciens fichiers de l'enquête de 1989. Il avait été interrogé comme ami de Céline, mais jamais comme suspect ou personne d'intérêt particulier. Il avait déménagé à Paris quelques mois après la disparition. Les enquêteurs le recherchent maintenant. Ils ont trouvé une adresse à Lyon où il a vécu de 1989 à 1992, puis une trace à Marseille jusqu'en 1998. Martine se souvient soudain de quelque chose. Luc est venu me voir avant de partir pour Paris, dit-elle, en 1991. Il m'a parlé de Céline, de ses rêves. Il a dit qu'elle voulait s'échapper. J'ai cru qu'il parlait de son désir d'indépendance en général, mais il savait ce qui s'était passé. Elle s'effondre sur le canapé, la tête dans les mains. Comment a-t-il pu me regarder dans les yeux et mentir? Sophie promet de retrouver Luc Fontaine et de découvrir ce qui s'est réellement passé. La lettre nous donne une direction, mais elle ne répond pas à toutes les questions, explique-t-elle. Céline avait prévu de partir. Mais est-elle réellement partie? Est-elle arrivée à Lyon? A-t-elle vécu quelque part sous un autre nom? Et si oui, pourquoi n'a-t-elle jamais recontacté sa famille comme elle le promettait? Les jours suivants sont un tourbillon. L'histoire fuit inévitablement dans la presse. Mystère résolu après 34 ans. Une lettre cachée révèle la vérité sur la disparition de Céline Garnier. Titre Ouest France. Les journalistes envahissent la rue des Salorges. Simone refuse de parler à quiconque. Martine fait une brève déclaration devant les caméras, les yeux rouges, la voix tremblante. Ma sœur n'a pas été enlevée. Elle a choisi de partir. Nous ne savons pas encore pourquoi elle n'est jamais revenue. L'équipe d'investigation travaille 24 heures sur 24. Ils retrouvent l'ancienne femme de Luc, Véronique Fontaine, qui vit maintenant à Rennes. Elle confirme que Luc l'a quittée brutalement en mars 1989. Prétendant avoir accepté un emploi à Lyon. Elle n'a jamais su qu'il avait une liaison avec Céline. Il m'a appelé une seule fois, 3 mois plus tard, pour me dire qu'il ne reviendrait pas et qu'il voulait divorcer, raconte-t-elle aux enquêteurs. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Il a dit non, j'ai su plus tard qu'il mentait. Les enquêteurs retrouvent l'ami de Lyon mentionné dans la lettre, un certain Olivier Petit, maintenant âgé de 62 ans. Il se souvient parfaitement. Luc est arrivé chez moi fin mars 89, raconte-t-il. Il était seul. Il m'a dit qu'une amie devait le rejoindre dans quelques jours. Il l'a attendue pendant 2 semaines. Elle n'est jamais venue. Il était fou d'inquiétude. Il a appelé Nantes, mais il n'osait pas contacter directement la famille. Il a finalement appelé la police de manière anonyme pour savoir si quelque chose était arrivé. C'est là qu'il a appris qu'elle avait été déclarée disparue. Cette révélation change tout. Céline avait bien l'intention de partir. Luc l'attendait à Lyon. Mais elle n'est jamais arrivée. Quelque chose s'est passé entre 9h50 le matin du 17 mars, quand elle a été vue pour la dernière fois dans le passage Pommeraye, et le moment où elle aurait dû prendre un train pour Lyon. Sophie Moreau reprend toute l'enquête depuis le début, armée de ces nouvelles informations. Elle examine les archives ferroviaires. Un billet pour Lyon a été acheté le 16 mars à la gare de Nantes, au nom de Céline Garnier. Le train était prévu pour 13h30 le 17 mars. Mais Céline ne l'a jamais pris. Le billet n'a jamais été composté. Sophie vérifie les caméras de surveillance de l'époque. En 1989, il n'y en avait pas beaucoup, et les enregistrements ont été détruits depuis longtemps. Martine se plonge dans ses souvenirs, cherchant désespérément des indices qu'elle aurait manqués. Elle se rappelle une conversation en février. Céline lui avait demandé « Si tu pouvais recommencer ta vie, tu ferais quelque chose de différent ?» Martine avait ri, prenant la question à la légère. Bien sûr, tout le monde voudrait changer certaines choses. Pourquoi? Céline avait juste souri. Simple curiosité. Maintenant,
Martine comprend que sa sœur était en train de prendre la décision la plus importante de sa vie. Sophie interroge à nouveau tous les témoins de l'époque, ceux qui sont encore en vie et joignables. Le chauffeur de bus, Michel Blanchard, maintenant retraité, se souvient encore du jour où Céline est montée dans son bus. « Elle portait un sac assez lourd, dit-il. Je m'en souviens parce qu'elle a eu du mal à trouver sa monnaie tout en tenant le sac. Un sac lourd. Céline ne se rendait pas à un entretien, elle partait, elle transportait ses affaires essentielles. La commerçante du passage Pommeraye, Madame Jouve, est contactée. Elle a 78 ans et vit maintenant dans une maison de retraite. Elle se souvient vaguement d'une jeune femme ce jour-là. Elle regardait l'heure constamment, dit-elle, comme si elle attendait quelque chose ou quelqu'un. Elle avait l'air nerveuse. Sophie demande, a-t-elle parlé à quelqu'un? A-t-elle rencontré quelqu'un? Madame Jouve ferme les yeux, essayant de se souvenir. Oui, je crois qu'un homme s'est approché d'elle. Ils ont parlé brièvement. Puis ils sont partis ensemble. Cette information est capitale. Céline a rencontré quelqu'un dans le passage Pommeraye. Était-ce Luc? Non, impossible. Luc était déjà parti pour Lyon le 15 mars, selon Olivier Petit. Alors qui? Sophie demande à Madame Jouve de décrire l'homme. Je ne sais plus, répond la vieille dame. C'était il y a si longtemps. Peut-être jeune, peut-être pas. Je ne me souviens pas. La percée arrive de manière inattendue. Le 3 mai 2023, un homme se présente spontanément au commissariat de Nantes. Il s'appelle Damien Collet, 59 ans, médecin généraliste à Saint-Nazaire. Il explique à l'accueil qu'il a des informations sur l'affaire Garnier. Il est immédiatement conduit au bureau de Sophie Moreau. Damien Collet est nerveux, ses mains tremblent légèrement. « J'ai vu les informations sur la lettre découverte », commence-t-il, « et je ne peux plus garder le silence. J'ai gardé un secret pendant 34 ans, et c'est le moment de le dire. » Sophie l'enregistre et l'encourage à continuer. Damien prend une profonde inspiration. « En mars 1989, j'avais 25 ans, explique-t-il. J'étais étudiant en médecine à Nantes en dernière année. Je travaillais à temps partiel dans une pharmacie du centre-ville pour payer mes études. Le 17 mars 1989, j'étais en pause cigarette devant la pharmacie, près du passage Pommeraye. J'ai vu une jeune femme qui semblait perdue. Elle était assise sur un banc, elle pleurait. Je me suis approché et lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Sophie l'interrompt. Vous souvenez-vous de son apparence? Damien hoche la tête. Cheveux châtains, mi-longs. Elle portait un imperméable beige et tenait un sac de voyage. Elle avait environ 20 ans, peut-être un peu plus. C'est Céline. Aucun doute possible. Elle m'a dit qu'elle ne se sentait pas bien, continue Damien. Elle avait des nausées, des vertiges. J'ai remarqué qu'elle était très pâle. Je lui ai demandé si elle était enceinte. Elle a paru surprise que je le devine, puis elle a admis que oui. Je lui ai demandé si elle avait vu un médecin. Elle a dit que non, qu'elle ne pouvait pas, que c'était compliqué. Elle m'a dit qu'elle devait prendre un train, mais qu'elle ne savait plus si c'était la bonne décision. Sophie écoute attentivement, tous ses sens en alerte. « Qu'avez-vous fait ?» Damien baisse les yeux. « Je l'ai emmenée dans un café. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Elle m'a tout raconté, sa grossesse, sa relation avec un homme marié, son plan de partir à Lyon, sa peur de décevoir sa famille. Elle était déchirée. Une partie d'elle voulait partir, recommencer ailleurs. Mais une autre partie se sentait coupable, avait peur de faire une terrible erreur. Elle m'a demandé ce que je ferais à sa place, poursuit Damien. J'étais jeune, idéaliste. Je lui ai dit que personne ne devrait vivre une vie qui ne lui appartient pas, qu'elle avait le droit de choisir son propre chemin. Mais je lui ai aussi dit qu'une décision prise dans la panique est rarement la bonne. Je lui ai conseillé de réfléchir encore, de ne pas prendre ce train si elle n'était pas sûre. Sophie se penche en avant. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Damien hésite, ses yeux se remplissent de larmes. C'est là que j'ai fait l'erreur de ma vie. J'ai regardé l'heure et j'ai réalisé que ma pause était terminée depuis longtemps. Je devais retourner travailler. Je lui ai demandé si elle allait bien, si elle savait quoi faire. Elle a dit qu'elle allait prendre le temps de réfléchir, qu'elle n'allait peut-être pas prendre le train finalement. Je lui ai donné le numéro de la pharmacie et lui ai dit de m'appeler si elle avait besoin de quoi que ce soit.
Puis je suis parti. Je ne l'ai jamais revue, dit Damien, sa voix se brisant. 2 jours plus tard, j'ai vu son visage sur un tract de disparition. J'ai compris qui elle était. J'aurais dû aller voir la police immédiatement et leur dire que je l'avais vue, que je lui avais parlé. Mais j'ai paniqué. J'étais jeune, j'avais peur qu'on m'accuse de quelque chose. J'ai pensé que peut-être elle était juste partie comme prévu et qu'elle allait revenir. Puis les semaines sont passées, puis les mois. Il devenait de plus en plus difficile d'admettre que j'avais gardé le silence. Sophie reste silencieuse pendant un moment, assimilant l'information. Quand vous l'avez quittée, où était-elle exactement? Damien décrit l'endroit. Un petit café qui existait à l'époque rue Santeuil, à 5 minutes du passage Pomereil. Le café a fermé depuis longtemps. Il était environ 11h30 quand je suis parti. Elle était assise à une table près de la fenêtre, devant un thé qu'elle n'avait presque pas touché. Elle regardait par la fenêtre, l'air perdu. Sophie demande « Vous n'avez vraiment aucune idée de ce qu'elle a fait après ?» Damien secoue la tête. « Je suis retourné à la pharmacie. J'ai travaillé jusqu'à 18h. Elle ne m'a jamais appelé. Je suis rentré chez moi et j'ai passé la soirée à me demander si elle avait finalement pris ce train. Quand j'ai vu les tracts, j'ai su qu'elle ne l'avait pas pris. Mais je ne savais pas ce qui lui était arrivé. Je ne sais toujours pas. » Cette révélation relance l'enquête dans une nouvelle direction. Céline était vivante à 11h30 le 17 mars. Elle avait manqué son train de 13h30, comme le confirment les archives. Damien lui avait conseillé de ne pas partir si elle n'était pas sûre. Elle avait apparemment suivi ce conseil. Mais alors, où est-elle allée? Qu'a-t-elle fait? Sophie fouille plus profondément dans les archives téléphoniques de l'époque. C'est un travail fastidieux, mais elle finit par trouver quelque chose. À 12h15 le 17 mars, un appel a été passé d'une cabine téléphonique rue Crébillon vers la maison des Garniers rue des Salorges. L'appel a duré 32 secondes. Simone était à la maison ce jour-là, attendant le retour de Céline. Sophie va la voir avec cette information. « Madame Garnier, avez-vous reçu un appel téléphonique le 17 mars vers midi ?» Simone réfléchit, essayant de se souvenir d'un jour vieux de 34 ans. « Je ne sais plus, » dit-elle d'abord. Puis, lentement, un souvenir émerge. « Attendez. Oui, le téléphone a sonné vers midi. J'ai décroché. Il y avait quelqu'un au bout de la ligne. Je pouvais entendre une respiration, mais personne ne parlait. J'ai dit « Allô » plusieurs fois. Puis la personne a raccroché. J'ai pensé que c'était une erreur. Sophie sent qu'elle approche de la vérité. « Et si c'était Céline ?» suggère-t-elle doucement. « Si elle vous appelait pour vous dire qu'elle ne partait pas, qu'elle rentrait à la maison. » « D'accord, » Simone pâlit. « Mais pourquoi n'aurait-elle rien dit ?» Sophie réfléchit. Peut-être parce qu'elle ne trouvait pas les mots. Peut-être parce qu'elle avait honte. Peut-être parce qu'elle réalisait qu'elle ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé. Martine intervient. Si elle avait décidé de ne pas partir, pourquoi ne serait-elle pas simplement rentrée à la maison? Pourquoi disparaître complètement? C'est la question centrale, celle qui reste sans réponse. Sophie continue ses recherches, interrogeant méthodiquement tous ceux qui travaillaient dans le quartier ce jour-là. Une semaine plus tard, un autre témoin se manifeste. Une femme de 72 ans, Françoise Dubois, ancienne infirmière. Elle vivait à Nantes en 1989, mais a déménagé à Angers dans les années 90. Elle a suivi l'affaire dans les médias et quelque chose a ressurgi dans sa mémoire. Elle contacte la police. Le 17 mars 89, j'étais de garde aux urgences de l'hôpital Laennec, explique-t-elle à Sophie. Dans l'après-midi, vers 14 ou 15 heures, une jeune femme est arrivée. Elle saignait. Elle était enceinte et faisait une fausse couche. Elle était seule, très pâle, en état de choc. Nous l'avons prise en charge immédiatement. Sophie demande « Quel était son nom ?» Françoise hésite. « Je ne m'en souviens pas. Mais je me souviens qu'elle pleurait en silence, qu'elle n'arrêtait pas de dire « C'est ma punition, c'est ma punition ». Sophie demande si des archives médicales existent encore. Françoise explique que les dossiers papier de cette époque ont été numérisés dans les années 2000, mais que beaucoup de données ont été perdues lors du transfert. Sophie se rend immédiatement à l'hôpital Laennec.
Après des heures de recherche dans les archives informatisées, elle trouve un dossier incomplet, daté du 17 mars 1989. Patiente, C. G. 23 ans. Admission d'urgence pour fausse couche spontanée. Traitement administré. Sortie le même jour, vers 18 heures. C. G. Céline Garnier. Sophie sent son cœur battre plus vite. Le dossier ne contient presque aucun détail. Pas d'adresse complète, pas de numéro de téléphone, juste des initiales et une brève description médicale. Mais Françoise Dubois confirme que la patiente correspondait exactement à la description de Céline. Elle est partie vers 18 heures, dit l'infirmière. Je lui ai conseillé de rester en observation, mais elle a insisté pour partir. Elle a signé une décharge. Je lui ai demandé si quelqu'un venait la chercher. Elle a dit que oui. Puis, elle est partie. Je ne l'ai plus jamais revue. Céline était donc à l'hôpital l'après-midi du 17 mars. Elle avait perdu le bébé, la raison même de son départ. Elle était ressortie à 18 heures. Il faisait déjà nuit. Il pleuvait. Où est-elle allée? Pourquoi n'est-elle pas rentrée chez elle? Sophie retourne voir Simone et Martine avec ces nouvelles informations. La révélation que Céline était enceinte et a fait une fausse couche est dévastatrice. Simone pleure silencieusement. Elle devait être terrifiée, murmure-t-elle, seule à l'hôpital, perdant son bébé, et nous ne savions rien, nous ne pouvions pas l'aider. Martine, elle, est en colère. Pourquoi ne nous a-t-elle pas appelés? Pourquoi n'est-elle pas rentrée? Nous aurions été là pour elle. Peu importe ce qui s'était passé, nous aurions été là. Mais au fond d'elle, Martine sait pourquoi. Leur mère était stricte, jugementale. Leur père aurait été furieux. Céline avait honte. Elle avait perdu la raison de son départ, mais elle ne pouvait pas faire face à sa famille. La question reste, qu'est-ce que Céline a fait après avoir quitté l'hôpital à 18 heures? Sophie élargit ses recherches. Elle examine les rapports de police de mars 1989. Accident de la route, incident, crime. Le 18 mars, un corps non identifié a été repêché dans la Loire, près du pont Anne de Bretagne. Une femme, approximativement 25 ans. Le corps avait séjourné dans l'eau pendant environ 12 heures. Aucune identification n'avait pu être faite à l'époque. Le corps avait été enterré dans le carré des indigents du cimetière de la Bouteillerie. Sophie sent un frisson la parcourir. Elle demande l'exhumation du corps pour analyse ADN. L'autorisation est accordée en urgence. Le 20 mai 2023, le corps est exhumé. Les restes sont dans un état prévisible après 34 ans d'inhumation. Les os, cependant, peuvent encore fournir de l'ADN. Un échantillon est comparé à l'ADN de Martine Garnier. Le résultat arrive 5 jours plus tard. Correspondance positive. Le corps repêché dans la Loire en mars 1989 était Céline Garnier. Le silence dans le bureau de Sophie Moreau est absolu quand elle annonce la nouvelle à la famille. Simone ne pleure pas. Elle reste immobile, comme pétrifiée. Martine laisse échapper un son étranglé, quelque part entre un sanglot et un cri. Après 34 ans d'incertitude, la vérité est enfin connue. Céline est morte le 17 mars 1989, le jour même de sa disparition. L'enquête reconstitue les dernières heures de Céline avec autant de précision que possible. Après avoir quitté l'hôpital à 18 heures, probablement dévastée par la perte de son bébé et terrifiée à l'idée de rentrer chez elle, Céline a marché dans Nantes sous la pluie. Des caméras de surveillance d'une banque, dont les archives ont miraculeusement été conservées, la montrent traversant le pont Anne de Bretagne vers 19h15. Elle marche lentement, courbée sous la pluie, tenant toujours son sac. Un témoin de l'époque, retrouvé grâce à un appel à témoins renouvelé, se souvient avoir vu une jeune femme seule sur le pont cette nuit-là. « Il pleuvait fort », dit l'homme, maintenant âgé de 68 ans. « Je rentrais du travail. J'ai vu cette fille appuyée contre le parapet, regardant l'eau. J'ai ralenti, j'ai pensé lui demander si elle allait bien. Mais ma femme m'attendait à la maison et je me suis dit qu'elle attendait probablement quelqu'un. Je suis passé. Je le regrette depuis que j'ai vu les reportages. Peut-être que si j'avais parlé... »
L'autopsie des restes, autant que possible après tant d'années, ne révèle aucune trace de violence, aucun traumatisme évident. L'hypothèse la plus probable est une noyade. L'analyse toxicologique est impossible après tout ce temps. Sophie ne peut donc pas déterminer avec certitude s'il s'agit d'un suicide, d'un accident ou d'autre chose. Mais en recoupant tous les éléments, la fausse couche, l'état émotionnel de Céline, sa présence sur le pont tard le soir, l'absence de signes de lutte, Sophie doit conclure que Céline s'est probablement jetée dans la Loire. Elle avait perdu le bébé, qui était la raison de son départ. Luc l'attendait à Lyon, mais elle ne pouvait plus le rejoindre comme prévu. Rentrer chez elle signifiait expliquer tout, la grossesse, la liaison, le mensonge, la fausse couche. C'était trop. Dans un moment de désespoir absolu, seule sur ce pont sous la pluie froide de mars, Céline a fait un choix. Luc Fontaine est finalement retrouvé. Il vit maintenant à Toulouse, remarié depuis 10 ans, père de 2 enfants. Quand Sophie l'appelle, il s'effondre au téléphone. « J'ai attendu pendant des semaines, » dit-il, sa voix brisée. « J'ai appelé partout, puis j'ai appris qu'elle avait été déclarée disparue. Je ne savais pas quoi faire. Si j'allais voir la police et que je leur racontais notre plan, je les trahissais. Si je me taisais, je laissais le mystère perdurer. J'ai choisi le silence, et j'ai vécu avec cette culpabilité chaque jour depuis 34 ans. Luc explique qu'il est resté à Lyon pendant 3 mois, espérant contre tout espoir. Puis il est allé à Paris, essayant de fuir ses souvenirs. Il a tenté de se reconstruire, mais Céline n'a jamais quitté ses pensées. Quand j'ai su qu'on avait trouvé la lettre, j'ai su que la vérité allait éclater, dit-il. J'ai attendu votre appel. D'une certaine manière, c'est un soulagement. Je peux enfin faire mon deuil. Sophie organise une rencontre entre Luc et la famille Garnier. C'est tendu, douloureux. Simone le regarde avec un mélange de colère et de pitié. « Vous l'avez aimé ?» demande-t-elle. Luc hoche la tête, incapable de parler. « Alors pourquoi ne l'avez-vous pas sauvée ?» Luc baisse les yeux. « Parce que je ne savais pas qu'elle avait besoin d'être sauvée. J'attendais à Lyon. Je pensais qu'elle arriverait d'un moment à l'autre. Je ne savais pas qu'elle était en train de se noyer à Nantes. » Martine, elle, a une question différente. « Est-ce qu'elle était heureuse avec vous ?» Même brièvement. Luc sourit tristement. « Oui, pendant ces quelques semaines de janvier et février, elle brillait, elle riait, elle rêvait. Elle parlait de l'avenir avec une lumière dans les yeux que je n'ai jamais vue chez personne d'autre. Je pense que oui, elle était heureuse, peut-être pour la première fois de sa vie. » Les funérailles officielles de Céline Garnier ont lieu le 7 juin 2023, 34 ans après sa mort. L'église Saint-Paul de Chantenay est pleine. Des voisins qui se souviennent d'elle, des amis d'enfance, des inconnus touchés par son histoire. Luc est là au fond de l'église, silencieux. Martine prononce l'éloge funèbre, sa voix ferme malgré les larmes. « Ma sœur Céline voulait vivre une vie qui lui appartenait, dit-elle. Elle rêvait d'amour, d'aventure, de liberté. Elle s'est retrouvée piégée entre ses désirs et ses obligations, entre qui elle voulait être et qui nous voulions qu'elle soit. Dans sa lettre, elle écrit qu'elle espérait que nous comprendrions un jour. Aujourd'hui, je comprends. Je comprends qu'elle a fait de son mieux dans une situation impossible. Je comprends qu'elle nous aimait, mais qu'elle ne pouvait pas vivre selon nos attentes. Et je comprends que nous aurions dû lui dire qu'elle n'avait pas besoin de correspondre à nos attentes pour être aimée. » Simone est assise au premier rang, Martine à ses côtés. Elle tient dans ses mains la lettre originale de Céline que la police a finalement restituée à la famille. Elle la garde précieusement, la lit et la relit, essayant de comprendre comment elle a pu passer à côté de tant de choses. Dans les semaines qui suivent, la maison de la rue des Salorges devient un lieu de paix étrange. Simone peut enfin faire son deuil. Elle retire les affaires de Céline de sa chambre, les trie, en donne certaines, en garde d'autres. Elle crée un petit hôtel avec des photos, des livres que Céline aimait, une bougie toujours allumée. « Elle est enfin rentrée à la maison », dit-elle à Martine. « Pas comme nous l'espérions, mais elle est rentrée. » Martine retourne voir Sophie Moreau plusieurs fois. Elle a besoin de comprendre chaque détail, chaque moment de cette journée tragique. Sophie lui explique patiemment tout ce qu'ils ont découvert. « Croyez-vous qu'elle voulait vraiment mourir ?» demande Martine.
Sophie réfléchit longuement avant de répondre. Je pense qu'elle était dans un état de détresse absolue. Elle venait de perdre le bébé, sa raison de partir. Elle avait menti à tout le monde. Elle avait peur, elle avait honte. Dans cet état, les gens ne pensent pas clairement. Peut-être qu'elle est montée sur ce pont juste pour réfléchir. Peut-être que le vent était fort, qu'elle a glissé. Nous ne saurons jamais exactement. Luc Fontaine vient se recueillir sur la tombe de Céline plusieurs fois. Il apporte des roses blanches, ses fleurs préférées. Il reste là pendant des heures, parlant à voix basse à une femme qui ne peut plus l'entendre. Martine le croise un jour au cimetière. Ils s'assoient ensemble sur un banc. « Je ne vous pardonnerai peut-être jamais complètement, » dit Martine. « Mais je comprends que vous l'aimiez, et je crois que ça comptait pour elle. » Luc pleure ouvertement. Elle méritait mieux que ce qui lui est arrivé. Elle méritait de vivre sa vie. L'affaire Garnier soulève des questions dans toute la France sur la pression sociale, les attentes familiales et le droit de choisir sa propre vie. Des émissions télévisées discutent du cas. Des psychologues analysent les facteurs qui ont pu contribuer au désespoir de Céline. Le débat sur l'avortement, encore sensible en France dans les années 80, refait surface. Certains disent que si Céline avait eu accès à plus de ressources, à plus de soutien, elle aurait pu faire des choix différents. Simone participe à une émission radio locale, invitée à parler de son expérience. Elle dit simplement « Si votre enfant vient vous voir avec un problème, même le pire problème imaginable, écoutez-le sans jugement, aidez-le. Ne le laissez jamais penser qu'il n'a nulle part où aller, personne vers qui se tourner. J'aurais voulu que Céline sache qu'elle pouvait rentrer à la maison ce jour-là, qu'elle pouvait tout me dire, que je l'aurais serrée dans mes bras, et que nous aurions trouvé une solution ensemble. Mais elle ne le savait pas. Et c'est ma faute autant que la sienne. La maison abandonnée du numéro 24, où la lettre a été trouvée, est finalement rénovée et vendue. La nouvelle propriétaire, une jeune architecte, connaît l'histoire. Elle installe une petite plaque discrète près de l'endroit où le mur a été démoli. En mémoire de Céline Garnier, 1965-1989. Elle voulait vivre sa vie à sa façon. Le promoteur Julien Marchand fait un don au nom de Céline à une association d'aide aux femmes en détresse. Martine écrit un livre sur l'histoire de sa sœur, publié en 2024. La lettre dans le mur, l'histoire de Céline, devient un best-seller en France. Les recettes sont reversées à des associations d'aide psychologique et de prévention du suicide. Dans le livre, Martine explore non seulement la disparition de sa sœur, mais aussi les dynamiques familiales, les attentes sociales des années 80 et la difficulté d'être une jeune femme cherchant sa propre voie. Simone Garnier meurt paisiblement dans son sommeil en décembre 2024, à l'âge de 89 ans. Elle est enterrée à côté de son mari Henri et finalement près de Céline. Sur sa pierre tombale, Martine fait graver « Mère de Céline » et Martine. Elle a attendu, elle a compris, elle a pardonné. Aujourd'hui, l'histoire de Céline Garnier est devenue une partie de l'histoire de Nantes. Des étudiants en psychologie l'étudient, des dramaturges s'en inspirent. Mais pour ceux qui l'ont connue, elle reste simplement Céline, une jeune femme qui rêvait d'une vie différente, qui a fait des choix difficiles et qui a payé le prix ultime pour avoir voulu vivre selon ses propres termes dans un monde qui ne lui en laissait pas la liberté. La lettre dans le mur, cachée pendant 34 ans, a finalement révélé une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Non pas une histoire d'enlèvement ou de crime, mais une tragédie humaine ordinaire, amplifiée par le silence, la honte et l'impossibilité de demander de l'aide. C'est l'histoire de milliers de personnes qui disparaissent chaque année, non pas parce qu'elles sont victimes de crimes violents, mais parce qu'elles ne voient pas d'autre issue à leur souffrance. Cette histoire nous montre comment le poids des attentes familiales et sociales peut devenir insupportable, et comment le manque de communication peut transformer une situation difficile en tragédie. Céline Garnier voulait vivre sa propre vie, mais elle ne savait pas comment le faire sans blesser ceux qu'elle aimait. Dans sa tentative de protéger sa famille de la vérité, elle a créé un mystère qui a duré 34 ans. Que pensez-vous de cette histoire? Avez-vous remarqué les signes tout au long du récit? Pensez-vous que Céline aurait pu faire un autre choix? Partagez vos réflexions dans les commentaires.
Si cette enquête approfondie vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse aussi aux mystères humains et aux enquêtes qui révèlent des vérités enfouies pendant des décennies.